retour dans cette émission, l'autre journal pour le dernier virage. Nous abordons le dernier sujet qui concerne le sommet entre la France et les chefs d'État africains pour discuter de l'économie de l'Afrique. Ferdinand, ce sommet-là, qu'est-ce que ça réserve selon vous pour l'Afrique, pour la France? Non, je pense que tous les pays ont été touchés par la Covid. L'Afrique, encore moins que les pays européens, américains, asiatiques et tout ça. Il y a eu plus de morts là-bas. Et nous avons une capacité de résilience qui a étonné le monde entier. On a annoncé la catastrophe en Afrique, mais ça n'a pas marché. C'est vrai que sur le plan économique, il y a eu un peu partout dans le monde entier, il y a eu un impact assez significatif et très grave. Aujourd'hui, nos économies sont assez éprouvées par cette pandémie-là. Quand vous prenez notre pays, il y a des activités qui sont à l'arrêt, beaucoup de gens qui sont au chômage. C'est extrêmement grave cette situation que nous vivons. Mais est-ce qu'il faut aller chercher les solutions à Paris? Parce qu'en fait, la France aussi se cherche. Nous sommes dans un système où nous sommes sur une planète où les seules personnes qui ne font pas confiance en leur propre pays, c'est les Africains. En commençant par nos dirigeants, qui pensent que 61 après les indépendances, que la solution vient toujours du FMI, de la Banque mondiale, du Club de Paris, du Club de Londres, ou je ne sais pas s'il y a un club à Washington ou s'il y en a à Pékin, et qu'on court derrière toujours ces dons, ces moyens qu'on nous brandit, on court un peu partout à la recherche de l'argent. Je suis convaincu que si c'est demain l'Azerbaïdjan qui connaît une petite émergence et que l'Azerbaïdjan organise le sommet Afrique-Azerbaïdjan, tous les chefs d'État africains seront en Azerbaïdjan pour aller demander de l'argent. Voilà le paradoxe de ce que c'est que l'Afrique. Nous sommes assis sur des richesses, je sais pas, des richesses à ne pas finir. Tout le territoire africain je sais pas, est un don de Dieu, il y a des richesses partout. Nous sommes incapables d'en faire un bon usage, de les exploiter, de mettre nos populations dans de bonnes conditions. Et nous gérons très mal nos pays, les détournements, il y a un laisser-aller total, et nous sommes incapables de régler ce genre de problèmes. Et dès qu'il y a un sommet pour aller chercher des miettes, nous prenons le peu d'argent qu'on a pour aller dépenser en Europe. Alors, la France joue son coup, comme toujours. Toujours malin, mais aussi avec beaucoup de cynisme, avec un jeu. J'ai regardé un peu la liste de tous les chefs d'État. Ce n'est plus seulement l'espace francophone. Tous les chefs d'État qui vont à Paris ou qui sont allés à Paris aujourd'hui, certains y sont allés depuis samedi. J'ai vu qu'il y a un peu de tout le monde, les anglophones, les lusophones, les francophones. C'est vrai que ce n'est pas la France seule qui est derrière tout ça. Il y a la Banque mondiale, le FMI, il y a l'Allemagne. Bon, il y a tous les pays riches là qui veulent un peu nous blaguer, quoi, nous les Africains. Et on est tous là-bas. Et le premier pays à qui profite ce sommet, c'est qui? C'est la France. Parce que tout le Bataclan des chefs d'État qui se rendent en France, Faure Gnassingbé y était depuis samedi, Ouattara aussi. Et les chefs d'État, quand ils vont en France, ils vont dans les hôtels les plus luxueux de Paris, où parfois la suite présidentielle est louée à 15 000 € la nuitée, parfois 20 000 € la nuitée. Donc tu as quoi? Tu as le Georges V, tu as le Crillon, tu as le Plaza Athénée, tu as le Meurice, tu as, je ne sais pas, le Bristol. Et donc, tous ces gens-là, ces riches, ces actionnaires riches qui ont créé ces hôtels-là, c'est les amis de Macron, qui ont financé la campagne de Macron. Donc, si vous avez une cinquantaine de chefs d'État africains, et plus les autres qui viennent de Washington, de tout ça là, qui viennent occuper le meilleur hôtel en France. La France qui est en train de sortir de la Covid, et dont les hôtels ont été éprouvés par, comment appelle-t-on, la pandémie. Un raisonnement assez simple. Les chefs d'État africains, ou tous ceux qui sont invités aujourd'hui, vont pour renflouer les caisses de ces hôtels-là.
Parce que quand on va vous sortir la facture de 5 jours, ou de 4 jours, ou de 2 jours, par exemple à Plaza Athénée ou à Bristol, c'est beaucoup d'argent. Et ça permet aux promoteurs des hôtels de rattraper tout ce qu'ils ont perdu pendant la Covid. Et donc il y a un enjeu économique et financier d'abord en invitant tous ces gens-là à Paris. C'est comme on fait un sommet à Lomé, on invite des gens viennent. Qui sont ceux qui profitent à Lomé? C'est les promoteurs des hôtels, parce qu'il faut loger les délégations. Il faut que les gens vivent, il faut que les gens mangent, il faut que les gens boivent du champagne. Donc, ce n'est pas la France qui prend en charge les frais de séjour dans les hôtels. Les avions qui sont immobilisés sur les tarmacs, il faut payer les droits d'atterrissage et de décollage et de tout ça, et d'immobilisation des avions. Tout cet argent va dans les caisses de la France. Vous voyez la stratégie? Et donc, tous les chefs d'État africains, sinon presque, les Al-Sisi, les Bouhari, tout le monde est parti là-bas. Alors que pendant 1 an qu'il y a eu la Covid, les Africains n'ont pas été capables d'organiser un sommet entre eux. Je ne sais pas si vous voyez. Les Africains, dont les plus grands pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, n'ont pas été capables d'organiser un sommet entre chefs d'État africains pour se dire comment on règle le problème, comment on peut s'entraider pour relancer nos économies, comment on rouvre les frontières pour que les marchandises circulent, les populations circulent, pour que la machine économique reprenne entre les pays, le dynamisme économique reprenne. Ils ont fermé les frontières jusqu'à maintenant. Mais ils vont à Paris pour chercher la solution. Vous voyez? Et donc, c'est ça le paradoxe des pays africains. Et les gens reviendront tout joyeux pour vous dire, le FMI, toujours les institutions de Bretton Woods dans le libéralisme à outrance, que le FMI nous a accordé, je viens de voir dire que Ouattara a décroché 500 milliards. On va dire le Togo a décroché 200 milliards, le Sénégal a décroché 100 milliards, et les populations naïves vont commencer par danser que l'argent est rentré. Alors que ce sont des prêts qu'on nous fait à taux parfois élevés sur 3 ans, 4 ans, 6 ans. Or, ces ressources-là, nous aurons pu les mobiliser ici dans une gestion rigoureuse de nos finances publiques, dans la lutte contre la corruption, dans un certain nombre de mesures qu'on pourrait prendre et mobiliser ces fonds ici. Donc, on pourrait ne pas aller à Paris. Mais voilà la France qui nous bluffe en disant oui, pour la résilience des économies africaines, il faut que tout le monde vienne à Paris, voir le maître, le jeune Macron, pour que lui puisse prescrire, docteur Macron, pour qu'il puisse prescrire, comment on appelle ça, les ordonnances à chaque pays, avec l'assistance du FMI et de la Banque mondiale, du Club de Paris, une manière de mettre nos pays sous assistance respiratoire en ces temps de Covid, en faisant quelques perfusions à quelques pays. Et voilà la blague à laquelle nous sommes partis assister à Paris, quoi. Voilà, moi ça m'afflige, franchement. Merci beaucoup, frère Ferdinand. Nous continuons le débat. Oui, Joël, on va à Paris pour ramener l'argent, faire respirer nos pays, c'est ça? Je crois que Ferdinand a démonté tout le manège qui est derrière. Est-il que ça n'intéresse personne de savoir que nous avons été les moins affectés par la pandémie. C'est nous qui avons d'abord été le dernier continent touché. Et les coûts de la pandémie, c'est vrai, il y a eu des coûts certes. Mais quand je prends le cas du Togo, on nous a dit qu'on va monter 400 milliards pour accompagner les entreprises. Et où est-ce qu'on en est? Et aujourd'hui, combien a été injecté et aujourd'hui, et par exemple les taux, les 400 milliards même qu'on dit qu'on a mis à disposition, quand vous avez, c'est-à-dire que le taux de prêt qu'on vous accorde, ça a découragé les entreprises. Or, vous allez au Burkina, c'est le contraire. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont souscrit à ce financement-là. Parce que le taux intéressant, je crois ils l'ont fait à 3%. Mais au Togo, c'est minimum, c'est à 6%. C'est-à-dire quand tu le prends, parce que les charges ont été fixes dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qui va refuser de payer les salaires, l'électricité, etc. C'est-à-dire les charges ont été constantes. Les charges n'ont pas du tout varié, sinon que augmenter plutôt. Et maintenant, tu vas aller prendre un prêt qui ne t'arrange aucunement. Donc finalement, il n'y a presque pas eu d'accompagnement pour les entreprises. Plutôt, les gens se sont fait des sous. Parce que dans le réseau, l'État, il y a eu des choses qu'on a
des détournements qu'on a eu, c'est-à-dire que sur l'accompagnement sanitaire, etc., sur les projets de détournement qui ont eu, qu'on a connus. Et aujourd'hui, on va en France pour demander des prêts, comme si nous-mêmes, on ne peut pas, Ferdinand l'a dit tantôt, on ne peut pas assainir notre gouvernance, assainir notre gestion. Mais vous voyez, par exemple, dans le domaine des prêts, je ne comprends pas qu'on utilise la presse à applaudir que le FMI nous accorde un crédit. Un crédit, c'est gratuit. Lorsqu'un crédit, c'est gratuit, c'est des prêts que vous contractez pour des générations à venir. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque en temps le Togo a dépassé le plafond du taux directeur de 70% du PIB que l'UEMOA a imposé, enfin l'UEMOA a prescrit, mais on recourt souvent, tu vas voir souvent, on recourt à des emprunts obligataires. Pour payer cette dette-là, les emprunts obligataires vont revenir à autour de 3%, on paye cette dette et ça diminue. Et puis, c'est le même, c'est la gouvernance de Sisyphe. Et le chef d'État lui-même l'a dit en 2019 qu'il consacre 45% du budget à payer les dettes. Et cette dette sert à faire quoi? Et aujourd'hui, on va encore à Paris avec une délégation, tout un Bataclan. On ne sait pas ce qu'ils apportent comme plus-value à cette négociation. Et bon, c'est pour faire le show devant les écrans. On a rencontré tel opérateur, tel opérateur, tel opérateur. Pendant qu'au Togo, par exemple, vous prenez par exemple rien que la privatisation de Togocom, qui était dit au début, devait être concédée à 51% à l'État au Togolais. Quand on dit au Togolais, c'est l'État et puis les trucs là, et puis les privés comme les individus. Et c'était prévu qu'au moins 10 à 15% devaient être concédés aux citoyens. C'est-à-dire que toi, Isidore, Ferdinand, moi, on peut acheter les actions de Togocom pour que ça ne nous échappe pas. On ne fait pas ça et on va à Paris pour aller contracter des fonds. Quand on dit par exemple 500 milliards sera accordé à la Côte d'Ivoire, mais quel a été, c'est vrai, il faut parler de notre cas, je vais parler un peu de notre cas, mais quel a été l'impact tant de la crise sur la Côte d'Ivoire, quand par exemple les salles de spectacle ont tourné à 100 à l'heure, les restaurants à peine parce que ils ont développé une résilience face à cette maladie. Et quand on prend le ratio sur le nombre de population, la Côte d'Ivoire n'a pas eu plus de morts que par exemple au Togo. Ça y est, le ratio, on est presque dans la même barre. Sinon, peut-être moins même. Donc, quand aujourd'hui on fait des voyages pour aller demander ces prêts, pour relancer l'économie, derrière ce sommet, enfin cette rencontre de Paris, il y a d'autres choses. Il y a des enjeux géopolitiques qui vont être conclus là-bas. Enfin, des enjeux géopolitiques qui sont là, on va aller dealer, conclure des choses sur ça. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie le choix de ces 15 pays-là, de ces 15 chefs d'État qu'on a cooptés pour venir à Paris? Il y a forcément quelque chose derrière. On n'a pas le temps de faire toutes les analyses, mais quand tu analyses très bien, tu verras forcément qu'il y a forcément une raison qui a fait que les choix ont été portés sur ces pays, parce que ça représente un enjeu pour Paris. Et très souvent, quand vous voyez la France devant, comme Ferdinand le dit, la France est devant, mais le club de Paris est derrière. D'abord, c'est pour la raison pour laquelle on s'appelle le club de Paris. C'est-à-dire les institutions de Bretton Woods, etc. Ceux-là qui sont toujours prêts à te tendre le chèque et prendre des intérêts dessus et derrière. Et quand vous voyez le jeu comme ça, c'est l'une des preuves pour dire que la France est presque la femme qu'on envoie pour séduire, pour vous contrôler et rapporter, parce qu'il y a la Chine qui est derrière. On sait très bien que certainement tu vas voir dans les jours à venir, la Chine ou la Russie va faire son sommet pour dire accompagner les Africains. Pour chaque fois, la Chine leur a damé le pion. Donc ils sont levés très tôt pour déjà, avant qu'eux ils ne rouvrent l'espace public. Parce que la rouverture de l'espace public, je crois que c'est pour la semaine prochaine. Ouais. À partir de la semaine prochaine, on va ouvrir les cafés autres là. Avant qu'ils ne rouvrent même l'espace public, ils disent non, les Africains, on pense à vous, on va vous financer, etc. Parce qu'ils savent que très bientôt, la Chine sera dans le tuyau. Et un peu la Russie également, qui a des appétits assez prononcés sur le continent noir. Merci beaucoup, Joël. La France a amené les meilleurs clients pour... Macron a amené les meilleurs clients pour ses amis hôteliers de Parisiens là. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a certains chefs d'État, là-bas, ils ont des résidences en France, mais ils n'iront pas vivre dedans. Ils iront à l'hôtel.
Ils vont prendre des suites, ils vont prendre les champagnes les plus chers, les cognacs les plus chers. Hein? Vous avez un pays comme la République de Congo de Sassou, là, où la dernière fois on disait que les retraités ont 34 mois d'arrêt de pension. Un pays pétrolier. Comment vous pouvez accepter des choses comme ça? On peut, ça dit qu'il faut que l'Afrique sorte. Et attends, il nomme son fils. Ah ouais. Il nomme son fils, il le félicite. Ouais, qui porte le nom d'une fille là. Il s'appelle Denis Christel. Mais c'est un homme. Il le félicite d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Pour son mérite. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que l'Afrique, il faut que les chefs d'État africains cessent d'infantiliser tout un continent. Il faut que les Africains sortent de leur statut d'éternel assisté, parce que vous ne pouvez pas être assisté jusqu'à 61 ans. Et au moins, tous ceux qui sont allés à Paris là, ils auraient pu poser le problème de CFA à leur petit Macron, qui est leur fils de 1977, Macron est de 1977. Ils auraient pu profiter de ce sommet-là pour poser le problème de CFA, parce que c'est le débat qui est en cours, plutôt que de venir chercher des aides auprès. Moi je dis, s'il y a une gestion rigoureuse de nos ressources en Afrique, on n'a pas besoin d'aller à Paris. On vient de faire un long débat sur 500 milliards. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on arrive à récupérer seulement 200 milliards, les 240 millions d'euros de dollars de FMI n'atteignent pas 200 milliards, si je ne me trompe pas de chiffres ou de conversion. Mais si on a 200 milliards qu'on récupère chez les voleurs, au moins on n'a pas besoin d'aller à Paris faire un prêt. Je ne sais pas si vous comprenez. Toute l'administration au Togo, toutes les sociétés d'État sont gangrenées par les détournements, le vol, l'enrichissement illicite. Si on arrive à mettre une rigueur totale, mais on a suffisamment d'argent pour développer le pays. Ce matin, je suis tombé sur une information qui m'a fait quand même... je vais donner quelques aspects, c'est sur mon téléphone. Il y a un procès retentissant au Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est l'un des pays quand même les plus bizarres en Afrique, où vous avez plus de 3 gouvernements qui sont en prison. Et le président lui-même, c'est un fantomas. C'est-à-dire qu'on ne le voit jamais. Et il fait un seul conseil de ministres dans l'année. Il ne reconnaît même pas certains ministres. Il nomme des gens qui sont déjà morts. Et donc... oui, on signe un décret et puis on se rend compte que le gars il est décédé depuis. Il vient visiter travail dans son pays. Et donc, ils sont en train de faire le procès. On a ouvert le procès de Mebengo, qui était l'ancien ministre de la Défense. Vous savez ce qu'on annonce? C'est pour vous dire ce que les Africains font de l'argent public. Ce monsieur, on dit qu'on a fait une perquisition chez lui, à son domicile. Lui-même, il possède 53 immeubles. On n'a jamais été un homme d'affaires. 39 véhicules et engins. Il possède 24 comptes bancaires de 781 200 € en France et de 3 coffres forts de devises dollars américains, canadiens, francs belges, congolais. Il a même des francs congolais. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ça. Il a des comptes bancaires en France, au Cameroun. Le 10 mai dernier, on a fait une perquisition chez lui. On a vu 39 véhicules de luxe. Il a volé 25 milliards 529 473 265 francs. 25 milliards. Une seule personne, ancien ministre de la Défense, il avait la responsabilité d'assurer le matériel militaire, de commander, tout ça. 25 milliards. Pour une seule personne. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 25 milliards? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 25 milliards? Nous venons du débat des 500 milliards volés sur le pétrole. Au Mali, on a détecté que dans l'armée malienne, il y avait 6521 militaires fictifs, dont les gens organisés au sommet de la hiérarchie prenaient les salaires. Mais si on lutte contre la corruption, on n'a pas besoin d'aller faire une réunion à Paris pour mobiliser de l'argent pour venir développer nos pays. Le Ghana n'a pas besoin des prêts à renoncer. Ça dit que la corruption en Afrique, l'enrichissement, le détournement est devenu totalement banal. Au Togo, nous sommes dans la 16e année où les gens ont toutes les difficultés à déclarer leurs biens. Mais ils ont la responsabilité de gérer un pays. Mais au Niger, où quelqu'un vient d'être élu il y a à peine un mois, il a remis sa déclaration de biens à la Cour constitutionnelle. Il a déclaré jusqu'au iPad qu'il possède, à la dernière tête de bœuf qu'il dispose, au nouveau terrain qu'il vient d'acquérir, à ses meubles. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir la responsabilité de gérer les biens publics? Vous ne faites de compte à personne. Vous êtes des gouvernants, vous êtes en même temps des commerçants. Vos actions sont partout. Tout ce qu'on doit amener dans le pays, vous demandez des pourboires ou des commissions. Si on n'apporte pas les commissions, vous détruisez les projets, les investisseurs repartent.
Et après, vous allez parcourir les rues de Paris. Je vous bonsoir, on a fait, donnez-nous encore un peu d'argent, on va aller développer nos pays. 60 ans d'indépendance après. C'est quand même honteux pour nos pays africains. Et quand vous voyez que c'est fini, le mal gangrène tous les pays, on ne fait même plus de la distinction. Hein. Pays francophones comme pays anglophones, ils sont tous là-bas. Le Nigeria en tête. Vous avez vu les dossiers qui sont sortis sur la ministre du pétrole du Nigeria de l'ère Jonathan Goodluck, qui s'est enfui, qui est à Londres là, qui possède 83 maisons à Lagos et des milliards qu'on n'arrive pas à retrouver. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous avons à nous accaparer des biens alors que notre passage sur Terre n'est qu'un bref passage et on prive la majorité des moyens pour survivre. Et après, si vous êtes à Paris, je ne sais pas où est-ce qu'ils atterrissent, ça va être l'aéroport de Bourget ou à Orly, vous allez voir le bal des avions qui vont arriver, qui viennent d'Afrique. Et toutes les dépenses qui vont être faites sur le territoire français. C'est tous les gens qui sont dans, comment vous les appelez, dans les circuits de distribution de l'hôtellerie qui vont applaudir ces 2 jours. Et tu t'imagines ceux qui sont allés hier samedi? Roch Kaboré, aujourd'hui, on est quoi? On est lundi, le 17. Lui, il est parti ce matin. Mais il y a ceux qui sont allés depuis samedi. Ouattara, Fort, tout ça, ils étaient là depuis samedi. Ils étaient là depuis samedi. Donc, au terme de 5 jours de séjour, vous imaginez la facture que ces hôtels vont sortir? Des milliards de oui. Et cet argent peut déjà servir à construire un centre de santé, une école, un dispensaire, acheter un scanner pour sauver quand même des vies humaines. Mais on va le dépenser dans les hôtels en France contre une promesse de FMI je sais pas, de dons de quoi, avec des taux d'intérêt jusqu'à 6%, et qu'on aura sur 3 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, faisons l'effort pour retrouver des dirigeants qui ont de la vision, pour que les richesses sur lesquelles nous sommes assis, on puisse les exploiter pour développer notre pays. Des gens comme Tshisekedi, qui sont à Paris, sont payés assis sur des mines d'or à ne pas finir. Mais il va aller tendre la main pour que le FMI lui donne de l'argent. Nous-mêmes, le Togo, là. Oui, c'est pourquoi je dis, derrière cette rencontre de Paris, il y a d'autres enjeux. Il y a 2 choses qu'on nous cache. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser aujourd'hui un sommet Afrique, France-Afrique en pleine pandémie. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre comme thème, on veut les assister. Oui. Et derrière ça, on appelle chacun, il y a des enjeux. Des enjeux stratégiques et géopolitiques et géopolitiques et géoéconomiques, oui, qui sont aujourd'hui, oui, sur la table, parce que depuis que la Turquie s'est réveillée, la Turquie veut organiser son sommet et Turquie-Afrique, oui, je crois qu'ils ont déjà organisé une fois. La Turquie a organisé son sommet Afrique-Turquie. La Russie s'est déjà implantée sur une vaste mine qui est la Centrafrique et donne des renseignements. Le Tchad. Voilà, et le Tchad. Et donne des renseignements pour qu'on déroute tous les barbouzes français, etc. Ils ont compris que non. Mais l'enjeu est différent. Il y a le conflit entre les 3 États, le conflit du Nil. Entre l'Égypte, l'Éthiopie et puis certainement la France le Soudan. Il y a la nécessité de rehausser, enfin, de redorer la place de la France dans l'opinion publique africaine, qui est là et qui dit, sinon cette histoire de prêt, ils vont accorder combien de fois combien l'Afrique a été aussi touchée par cette pandémie pour qu'on dise aujourd'hui on va leur faire des prêts. Et tout ce qu'ils avaient donné par le passé, c'est passé où? Justement. L'argent que la France soi-disant donnait. Il y a d'autres enjeux derrière, parce que à chaque fois c'est le même exercice, on vous dit non, on vous a fait, vous coulez sous le poids de la dette, on efface la dette, et en fait de compte c'est du deal qu'on fait ça. Et ça c'est le camp de fumée. L'enjeu même derrière, c'est d'autres choses. Et tous les pays qui ont bénéficié de PPTE là, ils sont tombés encore en dessous de PPTE. Oui, justement. En fait, merci de m'avoir. Parce que je dis, l'exercice rappelle la fameuse politique d'ajustement structurel. Oui. On vous dit, réduisez ceci, bon, ok, on va vous accompagner, mais celui qu'on vous envoie, la Banque mondiale vous dit, je vous accorde 10 millions de dollars. Et dans les 10 millions, vous payez 1 million pour le consultant qui est là, il est logé. Et tout ça, ça vous fait 1 million. Maintenant, pour réaliser les projets, vous achetez les intrants, le matériel, etc. Chez eux. En fait, de compte, les 10 millions repartent. Et quand vous voyez aujourd'hui, quand la France dit on vous fait des prêts, on vous dit bon, ouvrez vos frontières, nos opérateurs vont venir, vont dans la restauration, etc., dans la technologie et autres. Et puis ils rapatrient tout.
moi, je suis sûr que ce sont des pressions sécuritaires qu'on dira, ok, d'accord, vous voulez composer avec d'autres puissances, vous composez avec eux, d'accord, mais au Conseil de sécurité, c'est nous qui sommes là. C'est nous qui rédigeons les résolutions, etc. C'est-à-dire c'est une rencontre de chantage auquel on a convié les Africains les 17, les 18 et 7 ans. Ils sont prochains. Je ne sais pas combien ils sont là. Il y a d'autres enjeux derrière cette rencontre de Paris qui ne dit pas son nom, mais on saura, et je voudrais croire que les États... Parce que si le Nigeria a ce rendez-vous, ce n'est pas rien. C'est vrai que la France est le premier partenaire aujourd'hui du Nigeria. La France a tout fait pour c'est vraiment imposé au Nigeria. Et l'Afrique du Sud d'ailleurs. Toutes les entreprises du CAC 40 sont en Afrique du Sud. Les gens ne le savent pas. Justement, toutes les entreprises du CAC. Et une bonne partie qui s'installe aujourd'hui au Nigeria. Et au Ghana aussi. Et le mode opératoire, c'est quoi? Très souvent, c'est les intérêts français, c'est les Français qui sont actionnaires, mais on met par exemple des Britanniques devant, on met d'autres nationalités devant, et c'est la France qui est derrière. Et en Asie, ils sont aujourd'hui malmenés parce qu'ils ont voulu prendre des petits États, le Laos, etc. Mais ils se rendent compte que la Russie s'est réveillée, la Chine également, ils ont deux concurrents de taille là-bas, donc il faut mettre leur grappin sur l'Afrique. Ce sont des enjeux de positionnement qui vont se discuter les 2 jours à venir à Paris, et non des soutiens à la Covid qui, bon, nous, on ne sait pas ce qu'on a trop perdu. Alors que nous, même on gère mal nos économies d'ailleurs. Merci beaucoup, Joël. Mais bon, à la dernière visite de fois à Paris, il y a des retombées. Par exemple, depuis hier, on lit dans la presse qu'il y a les retombées de la visite de fois à Paris. Oui, ça c'est le côté propagande de la chose. Justement. Et bon, on sait qu'il y a des supports médiatiques pour ça. Mais nous, on fait une analyse décomplexée de la situation. Et on regarde ce qui se passe. Et il n'y a pas de quoi pavoiser ou applaudir quoi que ce soit. Parce que avec Humbo ici, on a franchi le point d'achèvement, on est devenu propriétaire, on a eu beaucoup d'argent. On nous a envoyé beaucoup d'argent. Mais je crois qu'on a 600 milliards. Ouais. Et aujourd'hui, 600 milliards, je crois. Aujourd'hui, personne n'est capable de nous faire les comptes de tout ce qu'on a eu. On a commencé par dire oui, on veut faire les infrastructures, on veut développer les concours. Les gens ont détourné de l'argent et il ne s'est rien passé. Je suis sûr que si on doit évaluer le Togo aujourd'hui, on doit être en dessous de PPTE. Alors nous sommes là. C'est-à-dire qu'on a fait des pas vers l'arrière. On est en dessous de PPTE. Parce que nous sommes à presque à 80% des pays les plus endettés de l'UEMOA. Donc on est sous PPTE. Donc là, nous allons encore pour chercher pour devenir PPTE. Je ne sais pas, ça dit, bon, il faut ajouter quelques syllabes. Voilà, c'est ça. Les pays pour extrêmement endettés. C'est ça. Donc c'est ça que nous cherchons maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit avancer, nous on recule. C'est-à-dire quand on nous envoie l'argent pour renflouer nos caisses, au lieu de bien gérer ça, on fait la fête, on jubile, on détourne l'argent, et puis après on retourne. Et le même circuit continue. Et le blanc, il n'est pas pour nous parce que rappelez-vous, on a eu des problèmes avec le FMI. Après le départ de Humbo, le FMI a pris du recul. Le FMI est revenu il y a à peine 2 ans. C'est la raison pour laquelle on a nommé l'autre, l'ancien du FMI dans le gouvernement. Voilà. C'était Asmaïdou. Voilà. Le FMI est revenu il y a 2 ans, à la suite des discussions en coulisses avec les Asmaïdou, tout ça, et le FMI est revenu il y a 2 ans. Mais depuis que le FMI est revenu, je pense que le FMI a imposé un certain nombre de choses, comme toujours, les institutions de Bretton Woods et tout ça. Et nous-mêmes, on a pris tellement d'argent aussi chez les Chinois qu'on n'en a rien fait en fait. Et qu'on a aussi une enveloppe de dettes là-bas. Et on a été obligé de ramener le FMI pour que bon, on puisse revoir les choses. Mais depuis, est-ce qu'on évolue? On ne évolue pas. On dit bon, 240 millions de dollars, c'est ça? Moi je dis, ça fait quoi? Peut-être plus de 100 milliards. Ça va servir à quoi? Pas à grand-chose. Comme Joël vient de le dire, on va lancer des projets. Vous allez voir le type, on dit, il est directeur de projet, il tire une 4x4. La nuit, il est dans le bar avec la voiture du projet. Il a des ordinateurs sur le projet. Quand il veut voyager, il est classe affaires sur le projet. Et puis, ils organisent les séminaires. Balimé, Atakpame, Kara. C'est tout le projet. Renforcement de capacité. Et implémentation. Adoption de rapports de quoi, études de faisabilité, tout. Et puis on vous dit que l'argent finit. On vous dit que l'argent du projet finit. Et le type, il se tape 1 500 000 francs sur le projet. Et il amène quelques amis à lui, le ministre prend sa part, et puis on vous dit que le projet finit. Et vous allez sur le terrain, vous ne voyez absolument rien. Vous imaginez combien on a mis dans l'agriculture depuis le temps de la Grande Asie? Ça dépasse 1000 milliards. Effectivement. Mais où sont les retombées?
Aucunement. On a mis 1000 milliards dans l'agriculture. Où sont les retombées? Prenez le budget de l'agriculture à chaque fois qu'on fait le budget, la loi des finances. On a mis tellement d'argent dans l'agriculture qu'aujourd'hui, quand vous cherchez même les tracteurs, vous ne trouvez pas chez les paysans. Parce qu'on a vendu des tracteurs aux paysans qui ne les tiennent pas. Voilà ce qu'on fait avec l'argent. Si le Burkina avait 1000 milliards dans l'agriculture, il y aurait des barrages partout, des retenues d'eau partout, et les effets seraient aujourd'hui visibles. On n'a pas besoin de 1000 milliards pour en arriver là. Oui. On s'est juste organisé pour mieux gérer l'eau. Aujourd'hui, par exemple, avec tous les projets qu'on a déballés, il n'y a pas eu de projet de gestion de l'eau. Oh, l'eau, c'est la base de l'agriculture. Aujourd'hui, on est encore tributaire de la clémence des nuages. On est encore tributaire de la clémence des nuages. Oh, il y a eu tous les projets. C'est-à-dire que les bazars, on dit celui-ci c'est pour le Niaza, Bazaza, Padat. C'est pour choisir les meilleures semences. Ceci, c'est pour choisir les meilleurs. Au niveau de la race animalière, oui, c'est ça. Et les meilleurs bovins, etc. On ne sait vraiment pas où sont passés les fonds. Où sont passés les fonds. Aujourd'hui, l'ex-ministre, il jette son grappin sur un menu fréquent. Dans leur querelle de vente de céréales. De vente de céréales. Il se bagarre pour la vente de céréales. On a eu tous ces projets. Aujourd'hui, on est desservi en tout. Oui. L'oignon vient du Niger, la tomate vient du Burkina, la pastèque également vient du Burkina, la pomme de terre vient du Niger, les concombres, etc. C'est-à-dire que tout est livré par le Sahel qui est le moins arrosé. Oui. Qui est le moins arrosé. Mais nous, on est là, ça ils sont devenus nos greniers. Nous, on est des pachas, on est là, on ne fait rien. On croise les bras. Au lieu d'encourager les cultures maraîchères, on a tout bradé aux Libanais. Oui. On a bradé toute la côte au Libanais, au nord de la zone franche, et on crée le banditisme, enfin tous les vices sociaux sont là parce qu'on a arraché les terres, on n'encourage pas. Et vous allez par exemple hier dans nos écoles, il y a les jardins d'école qu'on faisait, qui donnaient. C'est-à-dire que la matière qui donnait les premiers éléments aux enfants, on créait déjà des experts en maraîchage, etc. Envie de faire de la botanique, de faire du jardinage. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc on a l'impression que le régime est là pour carrément faire reculer le pays à 1000 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on ramasse, on racle tout, et puis on ne vous laisse rien. Donc tout ce qu'on raconte là, que bon, voilà, qu'on a décroché le 5 Graal à Paris, tout ça, ça ne servira pas à grand chose. C'est malheureux, c'est malheureux qu'on applaudisse. On ne devrait même pas applaudir parce que c'est des prêts, et avec des taux élevés et puis qui ne servent pratiquement à rien. Vous savez que ici, tout le temps, on nous dit qu'on a eu recours au marché financier régional, tout le temps, on fait dans les emprunts obligataires, tout le temps. Oui, mais c'est pour combler le trou de la dette. On ramène le niveau, ça dit qu'on descend en dessous des 70%. Voilà. On dit non, le Togo est le pays le moins entêté, et puis bon, ensuite on repart. Oui, donc il n'y a pas à acclamer des deux doigts qu'on ramène des milliards de Paris, tout ça. Sinon, on ramène des problèmes. C'est des problèmes qu'on veut ramener ici, alors qu'on a la solution ici. Si on avait fait une bonne gestion de nos maigres ressources ici, on ne serait pas obligé aujourd'hui de courir à Paris pour demander de l'argent au FMI pour régler quoi que ce soit. Il suffit dans ce pays de faire une perquisition dans la maison de 3 barons qu'on va retrouver au moins plus de 25 milliards. Là, je te dis la vérité. Il suffit de faire des perquisitions. Puisque les gens étaient capables de donner à un escroc imaginaire qu'on n'a jamais rencontré 40 millions. 40 millions. Il suffit de faire une perquisition au domicile des gens dans ce pays, qu'on ait de l'argent déjà pour acheter un scanner. Ne serait-ce que dans la maison d'un seul individu qui n'a pas été un industriel, dont les parents n'ont pas été des industriels, qui n'a hérité de rien, mais il a juste géré les affaires publiques. Mais si on fait une perquisition chez cet individu, on a l'argent pour acheter un scanner. Voilà. Donc, les pays comme la Chine, là, c'est vrai que les dirigeants chinois de haut niveau, il y a quelques corrompus, mais quand vous faites dans la corruption en Chine, là, on vous passe au poteau. Oui, avec c'est comme ça. Xi Jinping. Oui, on vous passe au poteau. Xi Jinping. Et pendant qu'on parlait même de monsieur qui distribuait des lampadaires, oui. Ça y est, aujourd'hui, tu fais de telles actions en Chine, mais tu as des problèmes avec Xi Jinping. Oui. Tu justifies. Parce que tous ceux qui visaient comme des pachas, ils avaient tout un quartier sur leur compte, etc. Avec Xi Jinping, mais il les a tous nivelés. Oui. Il les a tous ramenés. Mais en Afrique, plutôt, c'est ça, nous on encourage.
Parce que comment est-ce que vous pouvez comprendre que des gens qui sont sur des projets, des gens qui sont des privés mais appelés sur des projets d'État, des gens qu'on a cooptés pour gérer des trucs, se retrouvent à acheter des voitures de 200 000 euros, de 250 000 euros, qui conduisent à Lomé sur des routes qui n'existent même pas. Tu n'as même pas une route pour jouir de la puissance de la voiture, parce que tu as acheté une voiture puissante, mais il n'y a pas d'autoroute sur laquelle tu dois lancer ta voiture pour dire vraiment j'ai acheté une voiture. Et ils ont ces voitures dans leur maison. Oui, ils n'en ont pas une seule, ils en ont plusieurs. Mais c'est des gens, ils ont trouvé ces fonds où? Et donc, si vous êtes dirigeant et que vous refusez de punir tout le monde, parce que nous sommes dans un pays où on ne punit personne. Depuis 16 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir, tous les scandales financiers qui se sont succédés, on n'a jamais inquiété personne. Personne. On a seulement multiplié les structures à plusieurs pour encore piquer de l'argent dans les caisses du trésor, à ne rien faire. Vous voyez. Et donc il n'y a aucune volonté en réalité d'assainir les finances publiques, de lutter contre la corruption, de traquer les corrompus, puisque les dirigeants eux-mêmes devaient donner l'exemple en déclarant leurs biens. Depuis 16 ans, chaque fois qu'ils vont au conseil des ministres, ils trouvent toujours un argument pour revenir sur la loi. À chaque fois qu'il faut appliquer la loi. C'est le même malaise pour la question du logis. Il a dit qu'il faut dilatoire. On l'avait dit ici. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on peut dire, on peut comprendre que la question de déclaration des biens peut prendre 16 ans. C'est inscrit dans la Constitution. À chaque fois, on va au conseil des ministres, on dit, bon, la loi, on veut la rendre beaucoup plus souple. On va faire ceci, on ajoute ceci, on retranche ceci. Mais les autres, quand ils viennent en même temps pouvoir, le juge prête serment la semaine qui suit, ils remettent la déclaration de leurs biens. Comment on appelle Kaboré, c'est le jour même de la prestation de serment. J'étais là, son premier mandat, c'est le jour là même qu'il a remis dans une enveloppe comme ça, c'est la déclaration de ses biens au président de la Cour constitutionnelle. Et 3 mois après, ça a été publié dans tous les journaux. Et tout le monde a vu ce qu'il avait. Chez nous, on passe 16 ans, on est incapable de déclarer les biens. Parce que, en fait, les biens des dirigeants sont confondus avec les biens de la République. Ils ne peuvent pas déclarer. Parce que les gens, on sait beaucoup de choses, mais on se tait. Non, le jour où ils déclarent, c'est le jour-là même que les problèmes vont commencer pour eux. Parce que ce qu'ils auront oublié volontairement, nous, on va les sortir. Donc, ils ont cette peur bleue-là. Il ne faut pas décourager les gens. Non, parce qu'ils savent qu'on sait. Non, mais ils savent que tout le monde sait. Parce que leurs biens là, ils sont partout. Les biens sont partout, tout le monde les voit. Les terrains qu'ils achètent, les gens savent. Donc ils veulent voir comment ils vont. Quelle formule. Depuis là, ils cherchent la formule. Le temps de passer ça dans le nom de leurs enfants, au nom de leurs enfants. Même ça, on le saura. Ils cherchent la formule. Ils utilisent toutes les méthodes de Gauss, de Pythagore, tout ça. Ils cherchent la formule, mais ils ne trouvent pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils ramènent le débat. Au conseil des ministres en disant bon, on veut retoucher la loi, on veut la rendre beaucoup plus souple, on veut faire ci, on veut faire ça. Alors que là où les gens n'ont rien à se reprocher, à peine ils sont élus, une semaine après, ils prêtent serment, ils déclarent leurs biens et la vie continue. Vous voyez. Et donc, dans un pays où les dirigeants sont les commerçants, la corruption gangrène tous les pans de décision de la société. Et donc, on ne punit personne. Parce que en arrêtant Isidore, derrière Isidore, on ne sait pas qui on va voir. Voilà, on ne sait pas qui on va voir. C'est comme les poupées russes. Donc, en les fouillant, vous retrouvez de nouvelles têtes. Jusqu'à un jour, vous allez tomber sur le vrai chef même de la mafia. Donc, il ne faut rien déclarer. Il faut fermer les yeux. Il faut se dire, bon, laissez les journalistes. Quand ils vont sortir les scandales, les gens vont crier 2 jours, 3 jours. Et puis après, bon, ça va passer, la vie continue. Et effectivement, ça marche pour eux depuis. Le fer, qui en parle aujourd'hui? Personne. Les scandales Togo Télécom, qui en parle aujourd'hui? Personne. Les scandales au port, plus personne n'en parle. C'est passé dans l'oubli, par perte et profit et la vie continue. Oui, mais je crois que là, on entend. Il y a là, c'est le lieu de toucher du doigt l'échec de ces autres groupes de pression. La presse en fait beaucoup déjà que nous sommes réduits aujourd'hui à notre portion plus congrue. C'est-à-dire que la presse est aujourd'hui dans son dessin, c'est le dernier rempart de la presse que tu vois aujourd'hui, parce que si quelqu'un se permet certains se permettent de dire que, de critiquer la presse de tous les mots, ils ont participé à un système qui a concouru à mobiliser aujourd'hui 116 candidatures pour la HAC.
Quand vous prenez même le service que la HACA a rendu en 5 ans, quelle décision la HACA a prise qui a fait unanimité, tout le monde a été d'accord sur ça. Et c'est des décisions qui sont prises à pied levé, qui ont créé plus polémique que de susciter adhésion, de susciter acclamation. Merci. Et donc, il faut aujourd'hui que nous touchions du doigt ces bras ballants, dont fait le bras ballant dont fait preuve aujourd'hui les coups de pression, en ne jouant plus leur rôle. La presse joue ce qu'elle peut jouer comme rôle. Elle est réduite oui, avec tous les risques, à sa plus petite congrue portion. Parce que comme je le dis, nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire on a réduit la presse avec ces derniers remparts. Les autres, qu'est-ce qu'il faut? Les autres groupes, qu'est-ce qu'il faut? Les autres groupes d'éveil, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y en a pas qui sont capables de poser les vrais débats, d'organiser des débats citoyens, de monter au créneau pour dénoncer ce qu'il faut. C'est vrai, droit de l'homme, etc. Mais droit de l'homme, c'est tout un cocktail, c'est tout un ensemble. Le droit à la redevabilité, à la reddition des comptes, le droit au contrôle. Le gouvernement parle aujourd'hui du contrôle de l'action publique, la politique de contrôle de l'action publique. Qui contrôle Rien du tout. L'action publique? Rien du tout. Qui contrôle l'action publique aujourd'hui? Qui joue aux sentinelles pour dire non, il n'y a pas le contrôle de l'action publique. Réveillez-vous, laissez des culs. Ils jouent quel rôle? Les associations, société civile, tout ça. À la base, on joue quel rôle? Tout le monde croise les bras. Il dit non, et le pays est en train de décrépiter, de péricliter. De se déliter. De se déliter. Et tout le monde dit bon, moi, je peux gagner. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu sais, revenant au rôle de la presse, je pense que ce que nous faisons ici, nous l'avons toujours dit à plusieurs reprises, il ne faut pas croire que parce que nous n'avons rien à faire, que nous passons 2 heures, 3 heures de temps à animer cette émission, parfois dans la chaleur comme aujourd'hui, avec toute la fatigue et tout. Nous faisons notre part. Nous faisons notre part. C'est vrai que quand on est journaliste et qu'on met les pieds tout le temps dans les plats, on dérange tout le monde. Bon, en retour, ceux qui nous insultent, ceux qui nous envoient des messages pour nous féliciter, nous félicitent. Une chose est certaine, on ne plaira pas à tout le monde. Parce que justement, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont. Et je profite pour dire, aujourd'hui, dans l'espace médiatique, il y a eu une évolution. Il y a une évolution avec les réseaux sociaux, de telle sorte qu'aujourd'hui, plus personne n'a besoin de l'information, du factuel. Aujourd'hui, ce dont les populations ont besoin, c'est que vous allez chercher ce qui est caché pour leur montrer comment leur cité est gérée, comment les sociétés sont gérées, pourquoi il n'y a pas de lumière sur les routes, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça. Et ça, aujourd'hui, ça appelle à l'investigation. Et l'investigation, c'est le journalisme de l'avenir. Et nous, on est très contents d'entendre le président américain, Joe Biden, et la vice-présidente dire que leur administration va soutenir abondamment dans les 4 prochaines années le journalisme d'investigation. Pour nous, c'est important, nous qui sommes dans plusieurs organisations, c'est important parce que c'est important pour mobiliser des moyens, c'est important pour faire beaucoup d'enquêtes sur le plan international, c'est aussi important pour notre propre sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes d'investigation sont malmenés un peu partout. On a un confrère au Tchad, au Maroc, qui dérange énormément. On allait inventer une histoire de violation, de viol, pour mettre le grappin dessus, et toute la zone, le Maghreb, est enflammée aujourd'hui par cette histoire-là. On a des confrères au Niger qui ont été condamnés récemment. Nous-mêmes, on est en procès. Et les journalistes sont en procès. Il y a eu un article qui est sorti dans le journal Le Monde qui était assez intéressant, qui décrit comment est-ce qu'aujourd'hui les journalistes d'investigation sont malmenés par les pouvoirs. Parce que c'est eux qui fouillent aujourd'hui dans les poubelles. C'est eux qui vont chercher l'information, la vraie, pour venir informer les populations, pour que les gens sachent comment est-ce que leur fonds, les sociétés sont gérées. Et donc, cet exercice-là, c'est à nos risques que nous le faisons. Et nous continuons de le faire. Nous sommes plus ou moins les sentinelles aujourd'hui de la cité. Et je puis vous dire que tous les jours, il y a des gens qui nous interpellent. Les gens qui ne sont même pas, par exemple, de même conviction que nous, qui nous disent, mais c'est vous seuls qui pouvez dire ça pour que les lignes bougent. Par exemple, l'histoire du lycée d'Aïs de Gomez. Mais ce n'est pas moi qui suis allé regarder.
C'est quelqu'un qui me l'a dit. Et cette personne ne pouvait pas l'exprimer, mais elle en avait tellement sur le cœur. Elle dit, mais Ferdinand, il faut faire quelque chose. On ne peut pas accepter ça. Et cette personne n'a pas la même conviction que moi. Mais elle a trouvé mon numéro pour me dire, écoute, faites quelque chose pour sauver cet établissement. Et donc, on reçoit tout le temps des informations comme ça. Des gens qui n'ont même pas la même conviction que nous, mais qui ont une conscience. Quand face à certains événements, leur conscience les dérange, ils se disent, seule la presse peut faire bouger les lignes. Et ces personnes-là viennent vers nous. Et ce qu'on peut faire, on le fait. Mais quand les risques tombent sur nos têtes, on assume seul. Hein? On assume seul. Mais nous nous réjouissons d'être utiles à la société. Et je pense que le plus grand boulot que nous avons pour demain, c'est ce travail-là que nous devons faire. Dommage que ceux qui sont habitués au journalisme sur le modèle ancien n'ont plus le contrôle, parce que la situation leur échappe et beaucoup veulent aller se réfugier à la HAC, que moi je décris comme une maison de retraite. On ne va pas aller rester à la HAC quand on a 40 ans, 30 ans. On va faire quoi dans une maison de retraite? Surtout qu'on a un noble métier comme le journalisme. C'est quand même un métier assez passionnant. Et c'est quand vous entendez qu'il y a 116 confrères qui se bagarrent pour aller pour 5 postes de disponibles, vous voyez qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas au sein de la corporation. Et ça doit interpeller... On va soumettre le reste au chef de l'État pour qu'il choisisse 4. Oui, là c'est 4. Ça fait 9. Oui, ça fait 9. Et encore qu'on va renouveler ceux qui sont les sortants. On va peut-être renouveler 3 ou 4 personnes ceux qui sont sortants. Donc, vous voyez, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe, tu vois. Et ça doit interpeller les dirigeants, y compris le ministre de la Communication. Si vous venez dans une corporation où les gens n'ont plus envie de rester avec ce nombre-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la corporation. Il faut diagnostiquer le problème, le mal, et essayer de le résoudre plutôt que de venir donner des leçons de professionnalisme, de je ne sais quoi, aux journalistes. Nous, en tout cas, on fait notre part et nous remercions ceux qui croient en nous. Parce que nous n'avons pas de tête pour plaire aux gens, hein, parce que quand vous voyez nos physionomies, c'est pas évident. Tantôt on est frappé de la gauche par les talibans, à droite par les moudjahidines, donc on prend les coups de partout. Mais à partir du moment où nous avons le sentiment que la majorité adhère au travail que nous faisons et que quand vous passez dans la rue, les gens vous félicitent, on sent qu'on est sur le bon chemin et on continue. On reste la lanterne de la cité et quand les choses ne vont pas, si on peut dire quelque chose, on le dira. Mais on ne dit pas tout parce qu'on ne va pas prendre tous les problèmes de la cité pour en faire les nôtres, parce que nous avons aussi nos préoccupations, nos difficultés et tout. Donc nous remercions tous ceux qui, de loin ou de près, continuent de nous encourager. Cette semaine, on a eu des messages d'encouragement. Un ami, M. Gassou, qui nous a envoyé des messages d'encouragement. Il y a notre ami Aboué et Damien qui nous a envoyé souvent des micros et tout ça. On le remercie. Et tous ceux qui pensent que nous faisons quelque chose de bon et qui nous envoient des messages pour nous encourager, nous leur disons merci. Merci à vous également, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci pour la pertinence de vos analyses sur ce plateau. Et quand on vous invite, vous venez toujours. Merci à vous. Que Dieu vous protège vos familles. Peut-être la semaine prochaine, on va se reposer un peu. Parce on est un peu fatigué parce que là... Vous avez fait la dernière émission ce n'est pas évident, mais tu sais, quand tu as le cœur à l'ouvrage... Et tu reviens toujours. Et puis, l'autre ferment, c'est quand vous savez qu'il y a des gens qui tirent beaucoup d'enseignements de ce que vous offrez, c'est-à-dire que c'est un agora gratuit. On fait une consultation gratuite comme tu l'as dit. En politique et au gouvernement. Nous, on fait une consultation gratuite. C'est-à-dire qu'il y a des éternels ingrats qui ne comprennent absolument rien. On fait de la critique constructive. Qui n'ont pas... On n'est contre personne. Qui n'ont pas ce don-là d'élever l'esprit, de dire, mais enfin, ces messieurs-là, ils ne sont pas contre quelqu'un. Ils sont pour la nation et de le reconnaître comme tel et d'aller dans ce sens-là. Mais ceux qui s'inscrivent dans ceux qui vont dans ce sens, merci à eux parce qu'en disant même, oui, en disant Joël, félicitations, Ferdinand, félicitations, Isaac, félicitations, ils apportent quelque chose à la construction de la nation. Ça veut dire qu'en eux-mêmes, ils vont faire un travail pour que
On a un Togo. Et puis, je veux dire, il y a des gens qui nous font plein de suggestions. Oui, et il y a des gens qui nous envoient même des images. Nous sommes preneurs. Si des gens voient que dans certaines localités, comme le problème d'eau de Daban qu'on a discuté ici, des écoles qui sont délabrées, qui peuvent nous permettre d'interpeller les dirigeants, on va les interpeller dans cette émission pour que les lignes puissent bouger. Oui. On est là. Justement, comme on l'a fait la semaine dernière, quand Ferdinand parlait tantôt d'investigation, au Togo, vous avez la loi qui donne l'accès à l'information. Oui. Mais les gens refusent de vous donner les informations. Les gens, ils refusent de donner l'information. Mais il y a une loi. Pourtant, c'est eux qui crèvent. Ils crèvent. Ils refusent de donner les informations. Mais tu as beau te diminuer n'importe comment. Ben, ils sont là. Et puis, le problème même, c'est que les gens n'ont pas la culture de la réclamation. Ouais. Et même de la révolte. Effectivement. La culture de la révolte. Mais il faut d'abord qu'il réclame avant de se révolter. Oui. Il n'a même pas conscience de son droit. C'est-à-dire que le bonheur, moi je le dis toujours, le bonheur c'est un droit, c'est pas une faveur. Mais tu n'as pas le bonheur, demande pourquoi moi j'ai pas le bonheur. Tu commenceras pas à avoir, si on te dira peut-être tu n'as pas le mérite, il faut te mettre en situation, il faut faire ceci, cela. Mais si tu as tout fait et tu n'as pas le bonheur, tu réclames. Tu réclames, on refuse, tu te révoltes comme Ferdinand le dit. Donc il y a quelqu'un qui m'a interpellé ces jours-ci sur Messenger sur un problème qui se passe dans une entreprise détenue par un Libanais. Et il dit, chaque année, il y a des morts suspectes. Chaque année. Et que les employés commencent par se poser des questions. Bon, il me demande en tant que journaliste d'investigation de regarder. Je dis, mais d'abord, des gens meurent. Il n'y a rien de scientifiquement prouvé. Il n'y a pas d'autopsie des corps, il n'y a rien. Si c'est des sacrifices que ce Libanais fait pour que son entreprise puisse vivre, on n'en sait rien. Mais je dis à ceux d'informateurs, il revient à ceux qui travaillent là-bas de sonner la révolte. Parce que quand vous êtes dans une boîte et que vous mourrez un à un, on le sait à qui le tout. On le sait à qui le tout. Révoltez-vous. Si vous vous révoltez, la presse saura qu'il y a de la fumée quelque part là-bas, la presse va relayer. Mais si vous ne vous révoltez pas, mais les journalistes que nous sommes ne sont pas les premiers concernés. On ne viendra pas prendre le problème en entier de vos mains pour en faire notre problème. Mais révoltez-vous et puis nous on va vous accompagner. C'est pour ça que je parle de la culture de la révolte. Il y avait des gens qui étaient dans une société au port là, ils sont venus ici, ils sont 600, on veut les licencier et ils viennent nous demander de faire le combat à leur place. J'ai dit, mais attendez, vous êtes 600 personnes? Vous avez un syndicat? Ils disent oui, mais faites une grève. Mais faites une conférence de presse. Ils disent qu'ils ont peur. Je dis, ah bon? Vous êtes 600 personnes et vous avez peur? C'est une conférence de presse. Vous avez peur? Vous êtes 600 et vous avez peur? Mais on a eu combien de fois on n'a pas été saisi? Et donc? Il y a la question des enseignants, par exemple, l'UJET, qui est géré comme une épicerie. C'est-à-dire, ils passent avec des détours, etc. Mais porter, réclamer, c'est le minimum. C'est le minimum. Et ça, par exemple, depuis sur les bancs, il faut qu'on donne ce droit-là, qu'on rende le citoyen. La culture de la révolte. La culture de la révolte. Et c'est-à-dire que tu réclames de façon décente. Face à l'injustice. Je voudrais profiter pour faire, on n'a pas parlé de politique aujourd'hui, mais pour toucher du doigt cette vilaine guerre qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que mais si tu veux réclamer, nous parlons de la réclamation, tu veux réclamer, réclame de façon propre et conventionnelle, comme le dit le général. De façon propre et conventionnelle. Mais pas, ça ne faut pas en profiter pour tordre le cou aux valeurs, aux principes sacrés. Parce que les principes sacrés, c'est quoi? Quand tu es dans une organisation, mais tu fais ta réclamation au sein de l'organisation. On ne va pas. C'est aussi ça, quand les regroupements sont composés de conglomérats de n'importe qui, on avait dit ici, au moindre déconvenu, on met tout sur la place publique. Mais il faut que les Togolais aussi savent aussi ça. Je ne suis pas chaque fois sur la même longueur d'onde avec Ferdinand, mais il y a des choses que vous réglez en vous-même et qui appellent à l'esprit de grandeur. Quand on voit les gens, parce que le problème c'est que les jeunes croient beaucoup à ceux qui sont au devant de la lutte. Et quand rien que pour des problèmes de survie, on met tout sur la place publique, on se livre dans des chiffonneries. Et quel exemple vous donnez aux jeunes? Alors quand nous parlons de la conscience de la citoyenneté, de la conscience de ce que, enfin du devoir du citoyen, c'est aussi ça.
savoir ce qu'il faut préserver, ce qu'il faut réclamer, et ça de façon légitime, et donc faire la juste part, quoi. Oui, allant dans le même sens, sur le plan politique, on n'en a pas parlé, bon, et que Isidore nous accorde encore quelques minutes. Quand tu analyses, on a fait la dernière fois tout un long débat sur les faiblesses de la classe politique togolaise, surtout l'opposition depuis 30 ans, et la manière dont les partis se sont créés, sont devenus des particules. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui avec, par exemple, l'embastillement des gens comme les Timor et tout ça. Vous voyez, et tout ça, c'est la résultante de l'émiettement des partis politiques. Parce qu'en fait, dans une stratégie de guerre, quand vous êtes seul, vous êtes à la portée de l'adversaire. Vous êtes à la merci de l'adversaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les gens ont créé aujourd'hui des partis où ils se retrouvent dedans avec quelques copains. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de soubassement. Et à la moindre incartade, ils sont arrêtés comme des poussins et personne ne réagit. Et puisque le processus de création de leur parti politique a créé des mécontents dans leurs anciennes maisons, les condamnations sont au bout des lèvres. Les gens font semblant de condamner, et puis bon, après tu es seul face à ton destin. Normalement, dans un pays normal où on prend un leader d'un parti politique, le problème, ce n'est pas la justice qui le règle. Aucunement. C'est un problème politique. Et normalement, tous les partis, les responsables des partis politiques devaient se mettre ensemble pour organiser d'abord une sortie publique, et après projeter des manifestations pour que leurs collègues puissent sortir des griffes du dictateur. Effectivement. Mais si on dit, nous espérons que la justice va trancher, quelle justice? Les juges, les procureurs, tout ça, les juges de siège et les juges de parquet prennent les consignes chez la même personne, à la même source. Et donc, s'il n'y a pas meilleure hypocrisie que de voir votre collègue dans le mail des dictateurs et rester à la maison et pondre des communiqués pour dire on condamne, on fait ci, on fait ça. La leçon que nous devons tirer, c'est que plus nous multiplions les partis politiques, plus nous sommes en danger. Effectivement. Parce que si nous sommes dans des regroupements plus forts, plus denses, on est à l'abri du prédateur. Vous voyez les animaux? Vous voyez quand il y a une meute, par exemple, de buffles qui passent, qu'est-ce que les félins font? Ils essayent de désorganiser la meute, la troupe, et d'isoler l'un des éléments pour pouvoir la battre. Bien sûr. Mais quand ils sont en groupe, ils n'arrivent pas à la battre. Mais c'est ce qui se passe en politique. Vous voyez, c'est ça qui va arriver quand n'importe qui se lève pour créer les partis politiques, alors que ces partis ne sont en fait soutenus par rien du tout. Moi, je me lève, moi Ferdinand, je crée un parti politique. Il se lève, il crée un parti politique. Mais demain, si je place un mot de travers et qu'on me cherchait depuis, qu'on veut m'arrêter, il suffit qu'on vienne me cueillir à la maison. Et que bon, on va continuer par crier, les organisations de droits de l'homme n'ont qu'à sortir, les journalistes, les militants, personne ne sortira. Parce qu'au départ, on s'est affaibli soi-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une stratégie de guerre que les politiques doivent apprendre. Par exemple, nous qui avons longtemps fait les sports de combat, on sait que quand tu te retrouves face à plusieurs adversaires, on sait comment on se comporte. Je ne sais pas si vous voyez. Et on sait comment on se défend. Et donc, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de viabilité dans l'espace public en multipliant les partis politiques et que chacun dans son orgueil se dit je suis chef de parti politique alors que tu n'as que 5 ou 10 personnes qui te suivent. Parce que tu vas le manger et c'est après qu'on t'a gavé, tu te mets au lieu. Vous voyez. Vous voyez, donc ça c'est les conséquences de la désintégration de nos grands partis politiques qui ont généré des particules qui en fait aujourd'hui sont des structures que le régime peut étouffer rapidement en 2-3 mouvements. Et c'est ce qui arrive à ce leader-là qui s'est retrouvé aujourd'hui dans les griffes du régime et personne ne dit rien. Les gens se contentent juste du bout des lèvres de dire oui, on dénonce. Mais c'est la mode de communiquer aujourd'hui. C'est la mode de communiquer. Mais c'est ça. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Enfin. Nous avons dépassé l'heure. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux techniciens. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et à tout à l'heure.